Le vieillard commença par tousser d'une manière agacée, puis fit un pas dans leur direction. « Sacha, il faut qu'on parle !» Léonide s'écarta de la jeune fille, non sans lui avoir décoché un clin d'œil, et s'éloigna de quelques pas, jouant les amants dociles qui obtempèrent aux injonctions d'une douaigne. Sacha, cependant, ne pensait plus qu'à ce qu'il venait de lui dire. Et alors que le vieillard lui parlait de Hunter, et lui expliquait qu'il était encore possible de le faire changer d'opinion, elle regardait le musicien par-dessus son épaule. L'autre ne lui rendait pas son regard, mais le demi-sourire qui jouait sur ses lèvres était des plus explicites. Il voyait et comprenait. Elle acquiesçait en silence aux propositions d'Omer, sans même les écouter, afin d'abréger la conversation pour retourner vers le musicien, ne fût-ce que pour se convaincre elle-même qu'un remède existait. « Je reviens dans un instant. » Elle venait d'interrompre le vieillard au milieu d'une phrase, incapable de contenir sa curiosité. Et elle courut vers Léonide. « Tu en veux encore ?» lança-t-il. « Il faut me le dire. » Elle en avait assez de jouer. « Quel est le moyen ?»« Ça, c'est un peu compliqué. Je sais qu'on peut soigner cette maladie. Je connais des gens qui l'ont vaincue et je peux te mener à eux. Tu prétendais savoir la combattre. Tu ne m'as pas bien compris, dit-il en haussant les épaules. Comment le serais-je? Je ne suis qu'un flûtiste, un musicien errant. Qui sont ces gens? Si cela t'intéresse, je peux te les présenter. Je ne te cache pas qu'il faudra voyager un peu. Dans quelle station sont-ils? Pas très loin d'ici. Tu pourras tout apprendre. Si tu le souhaites, bien entendu. Je ne te crois pas. Mais tu voudrais y croire, rétorqua-t-il. Pour l'heure, moi non plus je ne te fais pas confiance, et c'est pour cette raison que je ne peux pas tout te révéler. Pourquoi as-tu besoin que je vienne avec toi? Demanda Sacha en plissant des yeux. Moi? Moi je m'en fiche. C'est toi qui en as besoin. Je n'ai ni le devoir, ni même la capacité de sauver quiconque. En tous les cas, pas de cette manière. Promets-tu de me conduire à ces gens? Promets-tu qu'ils sauront m'aider? Demanda-t-elle, hésitante. Je t'y conduirai, répondit-il fermement. Alors, que décides-tu? Lança le vieillard en s'immisçant à nouveau dans leur conversation. Je ne viens pas avec vous, répondit Sacha en jouant avec une bretelle de sa combinaison. Il me dit qu'il existe un remède contre cette fièvre. Il ment, dit Omer, une trace d'incertitude dans la voix. Je vois que votre connaissance des virus et autres bactéries est bien supérieure à la mienne, fit Léonide. De par vos études, sans doute. Ou quelque chose de plus empirique, peut-être. Vous aussi, vous pensez que l'élimination systématique des malades est le meilleur moyen de combattre une infection? Comment? Fit le vieillard stupéfait. Et son regard se porta sur Sacha. C'est toi qui lui as dit? Ah, voici votre ami diplômé qui revient, fit Léonide en voyant Hunter approcher et en reculant d'un pas. Bon, je vois que l'équipe de secours d'urgence est au grand complet. Je commence même à me sentir inutile. Attends, lui lança la jeune fille. Il ment. Il veut seulement te... Enfin, même si c'était vrai, chuchota Omer avec empressement, vous ne disposez pas du temps nécessaire. Hunter sera de retour ici avec des renforts dans 24 heures tout au plus. Si tu restes avec nous, peut-être que tu pourras le convaincre. Alors que ce petit con... Je ne pourrai rien faire, répondit Sacha d'un air sombre. Personne ne peut l'arrêter maintenant. Je le sens. Il faut lui offrir un choix, pour le scinder. Le scinder? Je serai de retour dans moins de 24 heures, promit-elle en reculant. Pourquoi l'avait-il laissé partir? Pourquoi avait-il fléchi et donné l'opportunité à ce vagabond cinglé de ravir son héroïne, sa muse?
sa fille. Plus il avait étudié Léonide de près, moins le musicien lui avait plu. Ses grands yeux verts jetaient parfois des regards avides, et des ombres troubles voilaient son visage angélique quand il croyait qu'on ne l'observait pas. Pourquoi la voulait-il ? Dans le meilleur des cas, cet amateur de perfection épinglerait son innocence, comme on épingle un papillon rare, pour la laisser sécher dans sa mémoire, piétiner, couverte par la poussière des illusions de la jeunesse, qu'il est impossible de se rappeler, ni même de prendre en photo. Quant à la jeune fille, trompée et utilisée, elle reprendrait son envol, mais il lui faudrait du temps pour oublier et ne plus se sentir souillée, d'autant que l'engeance du diable qui la courtisait voulait la posséder par le mensonge. Alors pourquoi Homère l'avait-il laissée partir ? Par lâcheté, parce qu'il ne trouvait pas le courage ni de s'opposer à Hunter, ni même de lui poser ces questions qui l'inquiétaient profondément. Parce que Sacha, dans son rôle d'amoureuse, était absoute par avance de sa témérité et de son absence de jugement. Si seulement le brigadier pouvait avoir autant d'indulgence à son égard à lui. Homère n'avait jamais cessé de l'appeler brigadier, autant par habitude que pour le réconfort que cela lui apportait. L'ancien commandant de la garde de la Sévastopolskaïa n'avait rien de singulier, ni d'effrayant. Cependant, il fallait se rendre à l'évidence. Celui qui marchait aux côtés d'Homère n'était plus l'insociable combattant qu'il avait connu. Le vieillard commençait seulement à comprendre que son compagnon se transformait sous ses yeux. Il était sujet à une mutation effroyable. Le nier était aussi stupide qu'inutile, tout comme essayer de se mentir à soi-même. Hunter l'avait à nouveau choisi comme unique compagnon. Était-ce pour lui montrer, cette fois, le dénouement sanglant de ce drame ? Il ne s'agissait plus désormais d'éradiquer uniquement la Toulskaïa. Les membres de la secte habitant dans les tunnels seraient au nombre des victimes, ainsi que les habitants de la Serpoukovskaïa, et l'ensemble de la garnison de la Hanse qui y était stationnée. Tout cela sur la seule présomption d'une hypothétique contagion. La Sévastopolskaïa pouvait s'attendre à subir le même sort. Le brigadier ne cherchait plus des raisons pour tuer, uniquement des occasions. Homère, envoûté comme dans un cauchemar, n'avait plus la force que de se traîner derrière cet homme, d'observer et de documenter ses crimes. Ses seules justifications étaient que l'autre faisait tout cela dans le but de sauver un plus grand nombre, et que c'était un moindre mal. L'impitoyable brigadier était à ses yeux Moloch incarné, et Homère ne luttait jamais contre sa destinée. La gamine, en revanche, ne semblait pas accepter l'autorité du destin. Si le vieillard, au plus profond de son âme, était en paix avec l'idée que la Serpoukovskaïa et la Toulskaïa allaient devenir les Sodome et Gomorrhe du métropolitain moscovite, Sacha continuait à se raccrocher au moindre espoir. Homère avait renoncé à se persuader qu'il était encore possible de trouver des pilules, des vaccins ou des sérums capables d'enrayer la maladie avant que Hunter n'arrête l'épidémie par le feu et le plomb. Mais la jeune fille était prête à chercher un remède, jusqu'au tout dernier moment. Homère n'était ni soldat, ni médecin. Et surtout, il était trop vieux pour croire au miracle, même si une petite part de son âme le souhaitait ardemment, et rêvait d'un salut possible. Il avait arraché et chassé cette partie de lui-même, en se séparant de Sacha. Il avait laissé sur ses épaules une tâche qu'il n'aurait pas eu le courage d'accomplir. Et dans ce sentiment de perte irrémédiable, il avait trouvé la paix. Dans moins de 24 heures, tout serait terminé. Après cela, le vieillard déserterait la Sévastopolskaïa pour devenir ermite et achever son livre. Il en connaissait désormais tous les tenants et les aboutissants. Son livre parlerait d'un animal débrouillard
qui avait un jour trouvé une étoile tombée des cieux, l'avait mangée et était devenu homme. Il narrerait comment l'homme avait dérobé le feu aux dieux, n'avait pas su l'utiliser à bon escient et avait consumé le monde tout entier. Il raconterait enfin qu'en punition, exactement 100 siècles après qu'il l'eut reçu, l'étincelle d'humanité avait été retirée à l'homme, qui n'avait pas régressé au stade animal, mais était devenu quelque chose de bien pire, une chose pour laquelle il n'existait pas de nom. Le chef du groupe empocha la poignée de munitions et scella le marché avec le musicien d'une poignée de main. « Pour un supplément symbolique, je peux vous obtenir des places dans le tramway, » proposa-t-il. « Je préfère les promenades romantiques, » répondit Léonide. « C'est toi qui vois. En tout cas, je ne peux pas vous laisser partir seul dans nos tunnels, » répliqua le chef du groupe dans une dernière tentative de persuasion. « Vous aurez une escorte, puisque ta compagne n'a pas de papier. Alors qu'avec le tram, tu arriverais vite fait. Tu serais plus vite en tête-à-tête avec elle. » « Mais nous n'avons pas besoin d'être en tête-à-tête, » dit Sacha d'un air déterminé. « Nous allons considérer que c'est une garde d'honneur, comme si nous étions le prince et la princesse de Monaco en déplacement, » lança le musicien en s'inclinant devant la jeune fille. « Quelle princesse ?» demanda Sacha. « Monaco. Autrefois, c'était une principauté, sur le rivage de la Grande Bleue. »« Bon, » lui lança le chef du groupe. « Si tu tiens à y aller à pied, prépare-toi. Un chargeur ou pas, les gars doivent être rentrés à la base pour ce soir. »« Hé, Constantin !» Il héla un des soldats. « Conduis-les jusqu'à la Kievskaya. Dites aux patrouilles, je sais pas moi, que ce sont des déportés. Vous les sortez sur la radiale et vous rentrez à la maison. C'est bien ça ?» Sa dernière phrase était adressée à Léonide. « Parfait, » lança l'intéressé. « N'hésitez pas à revenir nous voir, » lui lança le chef du groupe avec un clin d'œil. Que le domaine de la Hanse était différent du reste du métro. À aucun moment, sur le tronçon qui reliait la Paveletskaya à l'Oktia-Braskaya, Sacha n'avait vu de recoin de tunnel plongé dans les ténèbres. Sur le câble qui courait le long de la paroi, séparés d'une 50aine de pas les unes des autres, étaient accrochées des ampoules électriques. Chacune émettait une clarté suffisante pour atteindre la zone éclairée suivante. Même les tunnels latéraux qui s'éloignaient des voies principales étaient très bien éclairés et ne recelaient plus rien d'inquiétant. S'il n'avait tenu qu'à Sacha, elle se serait élancée droit devant pour économiser de précieuses minutes. Mais Léonide l'avait convaincu qu'il ne servait à rien de se dépêcher. Il avait aussi refusé catégoriquement de lui dévoiler leur destination au-delà de la Kievskaya. Il avançait d'un pas nonchalant, arborant un masque de lassitude. Il avait sans doute l'habitude d'arpenter ces tunnels interdits au commun des mortels. « Je suis content que ton ami ait une approche très personnelle des choses, » dit-il. « De quoi parles-tu » demanda Sacha en fronçant les sourcils. « S'il avait autant à cœur que toi de sauver les populations civiles, il aurait fallu le prendre avec nous. Alors que là, nous nous sommes séparés par tandem, et chacun va pouvoir se consacrer à ses objectifs. Lui tuer, et toi soigner. »« Il ne veut tuer personne !» lança brusquement la jeune fille d'une voix un peu trop forte. « Mais oui, c'est simplement son travail qui veut ça. » Le musicien soupira. « D'ailleurs, qui suis-je pour le juger ? » « Et toi, à quoi vas-tu te consacrer ?» lâcha Sacha d'un ton acide. « À la musique ? » « Je vais me contenter d'être à tes côtés, » fit-il avec un sourire. « Que faut-il de plus pour être heureux ? » « Tu parles à la légère, » dit Sacha d'un air désapprobateur. « Tu ne me connais pas du tout. Comment puis-je te rendre heureux ? Il y a différents moyens. Contempler une belle et jeune femme peut être suffisant. Quant à « tu te considères comme un expert en esthétique ?»
demanda-t-elle en lui coulant un regard en biais. C'est bien mon seul domaine d'expertise, répondit-il avec sérieux. Et qu'ai-je de si particulier? Le visage de Sacha se détendit enfin, et les rides qui le barraient disparurent. Tu es lumineuse. Le ton du musicien était des plus sérieux. Mais avant qu'une minute ne se soit écoulée, il se laissa distancer de quelques pas, et son regard glissa sur elle. Dommage que tu apprécies des vêtements aussi rustres, ajouta-t-il. Qu'est-ce qu'ils ont, mes vêtements? Sacha ralentit à son tour pour ne plus sentir le regard gluant de Léonide dans son dos. Il ne laisse pas passer la lumière. Je suis comme un papillon, je vole toujours vers les flammes, lança-t-il. Et, se composant une grimace ridicule, il battit des mains. As-tu peur du noir? Demanda-t-elle avec un léger sourire, acceptant de rentrer dans son jeu. Non, de la solitude, répondit-il en se composant un masque de tristesse. Léonide posa ses mains croisées sur sa poitrine. Mal lui en prit. En jouant sur les cordes des émotions de Sacha, il n'escomptait pas de résistance. Et alors que la plus sensible et la plus tendre d'entre elles était prête à se mettre à vibrer, il venait de la briser d'un coup malhabile. La brise légère des tunnels, qui avait chassé ses pensées pesantes et avait incité Sacha à entrer dans le jeu des allusions du musicien, retomba aussitôt. Elle était dégrisée, et se blâmait de lui avoir cédé. Comment avait-elle pu abandonner Hunter en ne lui laissant que le vieillard pour le suivre? Comme si tu savais ce que c'est, lâcha-t-elle sèchement en se détournant du musicien. La Serpukovskaya et son halo blême d'effroi fondirent dans les ténèbres. Des troupes équipées de masques à gaz militaires en avaient coupé les accès par les tunnels. Un détachement spécial interdisait le passage vers la ligne circulaire et la station. Hunter et Homer avaient traversé la salle, entourés d'une lourde escorte digne de plénipotentiaires. Et nombreux avaient été les habitants de la Serpukovskaya qui avaient cherché à croiser leurs regards, dans l'espoir d'y lire l'avenir de leur station. Les dés n'étaient-ils pas jetés? Homer avait obstinément gardé les yeux baissés. Il n'avait pas voulu mémoriser tous ces visages. Le brigadier ne lui avait rien révélé de leur destination, mais il la devinait sans peine. Les rails qu'il suivait couraient droit vers Police. 4 stations de métro réunies par des couloirs de correspondance. Une véritable ville peuplée de milliers d'habitants. La capitale officieuse de tout le métropolitain, disloquée en des dizaines de petits régimes féodaux belliqueux. Le dernier bastion de la connaissance, le dernier refuge de la culture. Cette station était une terre sacrée que personne n'osait attaquer. Personne excepté le vieil Homer, porteur d'une peste fatidique. Pourtant, durant les dernières 24 heures, sa santé s'était améliorée. Les nausées avaient disparu, et la toux qui l'obligeait à laver son masque filtrant ensanglanté s'était calmée. Était-il possible que son organisme ait pu vaincre la maladie? Peut-être n'y avait-il aucune maladie, en fin de compte. Il avait toujours été hypocondriaque. Il le savait, mais s'était laissé impressionner malgré tout. Les tunnels sombres et silencieux qui filaient vers le nord depuis la Serpukovskaya jouissaient d'une notoriété très particulière. Si Homer devait se fier à ses connaissances, leur petit équipé ne devait pas rencontrer âme qui vive jusqu'à Police. Pourtant, une petite station à mi-parcours entre la Serpukovskaya et la Borovitskaya pouvait réserver des surprises aux voyageurs. De nombreuses légendes couraient dans le métro à propos de la Polianka. Elle se repaissait très rarement des vies de ceux qui la traversaient. Elle était plus connue pour influer sur leur psyché. Le vieillard avait eu l'occasion de voyager dans les parages, mais il n'avait jamais rien rencontré d'étrange. Les légendes expliquaient même cette absence de rencontres, et il les connaissait toutes.
Aussi espérait-il de toutes ses forces que la station resterait aussi morte et abandonnée qu'en des temps meilleurs. À une centaine de mètres de la Polianka, il ressentit un malaise. Aux premières lueurs, dans le lointain d'une clarté blanche, aveuglante, reflétée sur le marbre poli des murs, au premier écho brisé du brouhaha qui parvenait depuis la station, le vieillard sentit que quelque chose n'allait pas. Des voix humaines lui arrivaient distinctement aux oreilles. C'était impossible. Pire encore, Hunter, qui décelait la présence de toute forme de vie à des centaines de mètres en aval grâce à ses sens occultes, marchait à cet instant d'un pas égal, aveugle et sourd à ce qui se déroulait tout près. Le brigadier ne répondait pas au regard affolé d'Omer, absorbé qu'il était dans ses pensées, comme s'il ne percevait rien de ce qui était révélé au vieillard. La station était habitée. Quand avait-il eu le temps? Omer s'était interrogé maintes fois sur les raisons qui empêchaient les gens de police, qui souffraient d'un excédent de population, d'annexer la petite station déserte à leur porte. Seules les superstitions se mettaient en travers du chemin d'une colonisation. Mais elle semblait être une raison de poids dans la décision des autorités de la ville de ne pas s'intéresser à l'étrange Polianka. Jusqu'à ce que quelqu'un eût dépassé cette peur, réussi à y dresser une petite forêt de tentes et à y amener l'électricité. Dieu qu'ils étaient prodigues de cette énergie dans la station. Avant même d'arriver au début du quai, Omer avait été obligé de se protéger les yeux de la paume de la main pour ne pas devenir aveugle. Sous les voûtes de la station, des lampes à mercure brillaient avec une intensité rare. C'était extraordinaire. Même Police n'avait pas cet air majestueux et cette propreté immaculée. Les murs ne portaient plus aucune trace de suie, ni de poussière. Les panneaux de marbre scintillaient. La voûte, quant à elle, semblait avoir été repeinte de blanc la veille. Omer ne vit aucune tente entre les arches. Sans doute n'avait-on pas encore eu le temps de les dresser. Ou alors voulait-on faire ici un musée? Avec les huluberlus qui gouvernaient Police, il fallait s'attendre à tout. Peu à peu, le quai se remplissait de monde. Personne ne prêtait attention à l'assassin lourdement armé, coiffé d'un casque de combat, ni au vieillard crasseux qui claudiquait à ses côtés. Omer examina cette population et s'arrêta, incapable de faire un mouvement. Tous les gens qui s'approchaient de la bordure du quai étaient habillés comme si on avait réquisitionné la Polianka pour y tourner un film situé dans les premières années du XXIe siècle. Des manteaux et des imperméables tout droit sortis des ateliers de couture, des blousons gonflés et duveteux, des jeans d'un bleu azur. Où étaient les salopettes? Où étaient les habits en peau de cochon? Où était cette teinte ocre rouille du métro, tombeau des autres couleurs? D'où sortaient toutes ces richesses? Quant au visage, ce n'étaient pas les visages de gens qui avaient perdu toute leur famille en un instant, mais de ceux qui voyaient encore le soleil tous les jours, qui avaient commencé leur journée par une bonne douche chaude. Le vieillard en aurait donné sa tête à couper. Et puis tous ces visages avaient un air familier. Cette foule étrange gonflait sans discontinuer. On se serrait sur le bord du quai sans jamais descendre sur les voies. Bientôt ce fut tout l'espace de la station, borné de part et d'autre par les rails, qui fut occupé par cette foule déguisée. Personne encore n'avait posé le regard sur les deux voyageurs. Qui était occupé à lire le journal, qui regardait les murs, qui lorgnait discrètement ses voisins. Aucun regard ne se posait sur les deux hommes qui suivaient les voies, comme s'ils étaient des fantômes. Pourquoi tous ces gens s'étaient-ils rassemblés à cet endroit? Qu'attendaient-ils donc? Omer recouvra enfin ses esprits. Où était passé le brigadier? Comment allait-il expliquer l'inexplicable? Pourquoi n'avait-il soufflé mot? Hunter était arrêté un peu plus loin,
La station bondée d'une foule tout droit sortie de photographies vieilles d'un quart de siècle ne suscitait chez lui aucun intérêt. Il fixait l'espace juste devant lui, comme si une barrière invisible lui barrait le passage, comme si à quelques pas devant lui, à hauteur d'yeux, un objet pendait en l'air. Le vieillard rejoignit discrètement le brigadier et risqua un coup d'œil sous la visière du casque. À cet instant précis, Hunter porta son coup. Son poing fermé traversa l'espace de gauche à droite, en suivant une curieuse trajectoire, comme s'il voulait porter un coup de couteau immatériel à un adversaire invisible. Homer, que le poing faillit persécuter, fit un bond de côté alors que Hunter poursuivit l'engagement. Il frappait, battait en retraite, se fendait, tentait d'étrangler quelqu'un de sa poigne de fer, avant de chercher péniblement son souffle quelques secondes plus tard, se libérer de l'étau in extremis et repartait à l'assaut. Le combat tournait en sa défaveur. Son rival invisible prenait la main. Il se relevait de plus en plus difficilement après les coups silencieux qui le terrassaient. Ses mouvements devenaient de plus en plus lents et incertains. Le vieillard gardait l'impression persistante d'avoir assisté à un combat semblable, peu auparavant. Où et quand? Qu'arrivait-il au brigadier? Il l'appelait par son nom, mais pas moyen de se faire entendre du forcené. Quant aux gens sur le quai, ils n'accordaient pas la moindre attention à Hunter. Il n'existait pas plus pour eux qu'il n'existait pour lui. Autre chose le préoccupait néanmoins. Les regards qu'ils lançaient sur leur montre étaient empreints d'une inquiétude croissante. Ils échangeaient quelques mots avec leurs voisins, puis comparaient l'heure avec les chiffres rouges de l'horloge de la station, accrochés au-dessus de la gueule du tunnel. Homer plissa les yeux et regarda l'horloge à son tour. Il s'agissait d'un compteur qui indiquait le temps écoulé depuis le passage de la dernière rame dans la station. C'était un nombre incroyablement long, à 10 chiffres, 8 qui précédaient les 2 points clignotants du séparateur des secondes et 2 qui suivaient. Les secondes s'égrenaient au rythme des clignotements, et le dernier chiffre du nombre s'incrémentait peu à peu. 12 millions et des poussières. Un cri retentit, suivi d'un sanglot. Homer se détacha de l'étrange horloge. Hunter gisait sur les rails face contre terre. Il se précipita vers lui et eut toutes les peines du monde à retourner sa lourde carcasse. Le brigadier respirait, même si son souffle était saccadé. Il ne portait aucune trace de blessure, mais ses yeux étaient révulsés comme ceux d'un trépassé. Son bras droit était toujours crispé, et ce fut à cet instant que le vieil homme le découvrit. Durant toute cette lutte chimérique, le brigadier n'avait pas été désarmé. De son poing dépassait la poignée du petit couteau noir. Homer le gifla à plusieurs reprises, et l'autre, gémissant, cligna des yeux, se releva sur ses coudes et fixa le vieillard d'un regard trouble. Puis d'un bond, il se remit sur ses pieds et se secoua. Le mirage se dissipa. Les gens en imperméable et en blouson bariolé disparurent sans laisser de traces. La lumière aveuglante s'éteignit, et la poussière de plusieurs décennies recouvrit à nouveau les murs. La station était sombre, déserte et sans vie, exactement comme cela rappelait Homer de ses pérégrinations précédentes. Ni l'un ni l'autre ne soufflèrent mot jusqu'à l'Octia Brascaia. Seule leur parvenait aux oreilles la respiration lourde et les échanges à voix basse des 2 hommes de leur escorte. Sacha fulminait, non contre le musicien, mais contre elle-même. Qu'avait-il fait? Il se conduisait tout à fait normalement par rapport aux circonstances. À force de ressasser,
La jeune fille finit par se sentir mal à l'aise vis-à-vis de Léonide. N'était-elle pas trop brusque avec lui? Quand ils entrèrent dans l'Okhtiabrskaya, son humeur changea radicalement. Et pour cause, en découvrant cette station, Sacha oublia tout le reste. Au cours des derniers jours, elle avait eu l'occasion de visiter des lieux dont elle aurait cru l'existence impossible quelques semaines plus tôt. Cependant, l'Okhtiabrskaya surpassait tout ce qu'elle avait vu jusqu'à présent. Le sol de granit était recouvert de tapis, considérablement élimés mais dont les arabesques étaient parfaitement visibles. Les lampes moulées en forme de torches, lustrées quotidiennement, déversaient sur toute la salle une agréable lumière laiteuse. Des gens au visage brillant étaient assis autour de tables disposées ici et là, à discuter et à échanger des papiers. Cette station est si riche, fit Sacha intimidé, en se dévissant le cou. Les stations de l'anneau me rappellent des morceaux de porc enfilés sur une brochette, lui chuchota Léonide. Elles suintent tellement de graisse. D'ailleurs, nous ferions peut-être bien de manger. Qu'en dites-vous? Nous n'avons pas le temps. Sacha secoua vigoureusement la tête, en espérant que le musicien n'entendrait pas les gargouillis de son estomac. Laisse tomber, lança-t-il en l'entraînant par la main derrière lui. Ils ont ici un petit resto. Il te fera oublier tout ce que tu as mangé jusqu'à présent. Les gars, vous n'êtes pas contre un déjeuner, hein? Lança-t-il à leurs deux chaperons. Puis il entreprit de rassurer Sacha. Ne t'inquiète pas, dans 1 heure ou 2 nous serons sur place. Je n'ai pas mentionné les brochettes de porc par hasard. On les prépare tellement bien ici. Il chanta les louanges de cette viande tant et si bien que Sacha capitula. S'il ne leur restait que 2 heures pour atteindre leur but, un déjeuner d'une demi-heure n'entraverait pas leur plan. Ils avaient un peu moins de 24 heures devant eux, et il était impossible de savoir quand aurait lieu le prochain repas. Les brochettes furent à la hauteur des louanges, mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Léonide commanda une bouteille de bière maison. Sacha ne put résister à la curiosité et en but un verre plein. Quant au reste, le musicien le partagea entre leurs deux chaperons et lui-même. Puis la jeune fille reprit conscience que le temps était compté, et se leva brusquement, les jambes flageolantes, ordonnant d'une voix sévère à Léonide d'en faire autant. L'injonction était d'autant plus sèche que, pendant le déjeuner, l'esprit légèrement embrumé par l'alcool, elle avait tardé à repousser la main du musicien qui s'était posé sur son genou. Ses doigts étaient si légers, si délicats, si impertinents. L'autre avait levé aussitôt les mains en l'air, en lançant un « je me rends ». Mais la peau de la jeune fille avait mémorisé la caresse. Elle s'était fustigée de sa réaction et s'était punie en se pinçant la jambe. Elle devait désormais effacer cette scène douce amère de sa mémoire, la noyer dans des paroles sans conséquence, l'ensevelir sous un amas de mots. « Les gens sont étranges ici », confia-t-elle à Léonide. « En quoi ?» Il vida son verre d'un trait et finit par sortir de table. « Il manque quelque chose dans leurs yeux. »« La faim, » répondit le musicien. « Non, pas seulement. On dirait qu'ils n'ont plus besoin de rien. »« C'est parce qu'ils n'ont plus besoin de rien. Ils sont rassasiés. La Anse Providence les nourrit. Qu'est-ce que tu trouves à leurs yeux? Ils ont de bons regards abrutis parfaitement normaux. Ce que nous avons laissé dans nos assiettes nous aurait permis de manger pendant 3 jours quand je vivais avec mon père, dit Sacha en retrouvant son sérieux. Peut-être aurions-nous dû emporter les restes pour les donner à quelqu'un. Ils refileraient ça aux chiens, fit le musicien. Ils n'ont pas de miséreux ici. Mais on aurait pu le remettre à des stations voisines, où les gens ont faim. La Hanse ne donne pas dans la bienfaisance, lâcha un de leurs gardes en s'immisçant dans leur conversation. Que les autres se débrouillent tout seuls.
Il ne manquerait plus qu'on entretienne des oisifs. Es-tu originaire de l'Anneau ? Demanda Léonide. Pour autant que je me souvienne, j'y ai toujours vécu. Alors laisse-moi te dire une chose qui risque de te surprendre. Ceux qui ne sont pas nés sur l'Anneau ont parfois aussi besoin de bouffer. Et qui se bouffent les uns les autres ? Mais peut-être préfères-tu qu'on nous prenne tout, et qu'on le redistribue comme le veulent les rouges ? Demanda le soldat en s'emportant. Si vous comptez poursuivre sur le même ton, qu'est-ce qui va se passer, hein ? Boucle-la un peu, tu veux ? Parce que t'en as assez dit pour être déporté. Non. Concernant la déportation, j'en avais assez dit bien avant, répondit le musicien flegmatique. C'est pour ça que nous sommes là tous les quatre. Et moi, je peux te mettre aux autorités compétentes en tant qu'espion rouge, s'emporta l'autre. Et moi, je te fais plonger pour état d'ivresse pendant le service ? Eh, dis donc, c'est toi qui nous a... C'est toi ? Non, excusez-nous, il voulait rien dire de la sorte, fit Sacha en empoignant le musicien par la manche pour l'éloigner du soldat qui soufflait comme un bœuf. Elle força Léonide à la suivre et à rejoindre les voies, regarda l'horloge de la station et poussa un cri de surprise. Le déjeuner et la dispute leur avaient dérobé presque 2 heures. Hunter, contre qui elle s'était engagée dans une course contre la montre, ne s'arrêterait pas une seconde. Dans son dos, le musicien ivre ricana. Durant tout le trajet jusqu'à Parc-Coultoury, leurs gardiens ne cessèrent de discuter à voix basse sur un ton peu amène. Léonide voulait se porter à leur hauteur pour leur faire partager son point de vue, et Sacha était obligé de le retenir et de le raisonner. L'alcool ne relâchait pas son emprise, et lui conférait du courage, et de l'insolence. La jeune fille devait se contorsionner pour rester hors de portée de ses mains baladeuses. « Quoi ? Je ne te plais pas du tout, c'est ça ?» lançait-il, blessé. « Je ne suis pas ton genre, c'est ça ? Toi, il te faut du muscle, des cicatrices. Pourquoi t'es venu avec moi alors ? Parce que tu m'as promis quelque chose. » Elle le repoussa. « Je ne suis pas là pour ça. »« Je ne suis pas comme ça. » Ouais, je sais, l'éternel refrain. Si j'avais su que tu étais une sainte nitouche. Et comment oses-tu ? Il y a des gens là-bas, des personnes vivantes qui mourront si nous n'arrivons pas à temps. Et qu'est-ce que je vais y faire ? Je peine à poser un pied devant l'autre. Mes jambes sont si lourdes. Tu veux voir comment ? Et les gens y crèveront de toute façon, demain ou dans 10 ans. Et toi et moi, on sera du nombre. Qu'est-ce que ça peut faire ? Alors tu m'as menti, c'est bien ça ? Tu m'as menti ? Homer me l'avait pourtant dit. Il m'avait mis en garde. Où va-t-on ? Non, je t'ai pas menti. Tu veux que je te jure que je ne t'ai pas menti ? Tu verras par toi-même, et tu me demanderas pardon. Et j'espère que tu en seras désolé. Et tu me diras, « Léonide, je suis tellement honteuse !» Il fit une grimace. « Où va-t-on » cria-t-elle. « Nous suivons une route difficile, vers la cité d'Émeraude. »« Je ne sais plus ce qu'il y a, la route n'est pas aisée. » se mit à chanter le musicien, dont l'index imitait la baguette d'un chef d'orchestre. Puis il sortit sa flûte de son étui et tenta de retrouver l'air à l'oreille, manquant dans l'aventure de s'étaler de tout son long. « Vous n'êtes qu'un ivrogne !» lança un des gardes. « Est-ce que vous arriveriez seul jusqu'à la Kievskaya ?»« Comme il vous plaira !» lui répondit le musicien en s'inclinant dans sa direction. Puis il reprit sa chanson. Au nord, c'était les corons. À la terre, c'était le charbon. Un ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Homer n'avait jamais cru à la légende qui entourait la Polianka, et celle-ci avait décidé de lui donner une leçon.
Certains l'appelaient la station du destin, et considéraient comme prophétiques les visions qu'elle offrait. D'autres croyaient que si on se trouvait dans cette station à un moment charnière de sa vie, la Polianka pouvait soulever le voile sur l'avenir, donner une impulsion ou une clé, prédire ou prédéterminer le reste du chemin. D'autres encore, mais tous les gens sains d'esprit savaient qu'il y avait là des émanations de gaz toxiques qui stimulaient l'imagination et provoquaient des hallucinations. Au diable les sceptiques! Que pouvait signifier sa vision? Le vieillard avait l'impression d'approcher de la solution, mais ses pensées se brouillaient, se mélangeaient. Alors devant ses yeux apparaissait Hunter, tailladant l'espace devant lui avec le couteau noir. Il aurait donné cher pour connaître la vision du brigadier, savoir qui il avait combattu, et lequel de ces combats singuliers s'était achevé par sa défaite, sinon par sa mort. « À quoi penses-tu » Homer sentit ses entrailles se serrer de surprise. Jamais Hunter ne lui avait adressé la parole sans raison. Des ordres aboyés, des réponses laconiques grognées. Comment s'attendre à une conversation intime avec quelqu'un qui n'a pas d'âme? « Oh, rien de spécial, » bafouilla Homer. « Si tu penses, je l'entends, » dit Hunter d'une voix égale. « Tu penses à moi. As-tu peur ?»« Pas à l'instant, » lâcha le vieillard, espérant que l'autre ne décèlerait pas son mensonge. « N'aie pas peur. Je ne toucherai pas un de tes cheveux. Tu me rappelles. » « Qui ?» demanda le vieil homme avec précaution, après 30 secondes de silence. « Quelque chose à propos de moi. J'ai oublié que j'avais ça en moi. Et toi, tu me le rappelles. » Les mots sortaient malaisément l'un après l'autre. Hunter, lui, fixait les ténèbres devant eux. « C'est pour cette raison que tu m'as pris avec toi ?» demanda Homer, à la fois déçu et perplexe. « C'est important pour moi de le garder à l'esprit. Très important. Et pour les autres, c'est important aussi. Sinon, il se produirait, comme ça s'est déjà passé. »« As-tu un problème avec la mémoire ?» demanda le vieil homme, qui avait l'impression de traverser un champ de mines. « T'est-il arrivé quelque chose ?»« Je me souviens parfaitement de tout, » répondit l'autre avec brusquerie. « C'est moi-même que j'oublie. J'ai peur de m'oublier complètement. Et toi, tu vas me le rappeler. D'accord ? » « D'accord, » fit Homer en branlant du chef, même si Hunter ne le voyait pas. « Autrefois, tout avait un sens, » dit le brigadier avec difficulté. « Tout ce que je faisais, je protégeais le métro et ses habitants. Les gens. J'avais une mission précise, éliminer toute menace, l'anéantir. Et cela avait un sens. Et maintenant ? Maintenant ? Je sais pas ce qu'il y a maintenant. Je voudrais que tout redevienne aussi clair. Je n'agis pas sans scrupule, je suis pas un bandit, je suis pas un meurtrier. Tout ça c'est pour les gens. J'ai essayé de vivre loin des hommes pour les protéger, mais j'ai eu peur. Je m'oubliais trop rapidement. Il fallait que je retourne vers les hommes. Je devais les protéger, les aider, me souvenir. Et voilà la Sévastopolskaïa. Ils m'ont accepté là-bas. C'est mon chez-moi. Il faut sauver la station, il faut les aider, quel que soit le prix à payer. J'ai l'impression que si je le fais, si j'écarte le danger, c'est quelque chose de réel, d'important. Peut-être que je pourrais me rappeler alors. Je devrais me rappeler. C'est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut que je ne traîne pas. Sinon, cette chose va de plus en plus vite. Il faut absolument que j'arrive à le faire dans les prochaines 24 heures. Que j'arrive à tout faire.
arriver à Police, rassembler une équipe et revenir. Et pour l'instant, c'est toi qui dois me le rappeler, d'accord ? Homer acquiesça, gêné. La seule idée de ce qui pourrait se passer quand le brigadier se serait oublié définitivement l'effrayait. Qui allait occuper ce corps une fois que Hunter aurait sombré dans un sommeil séculaire ? Cette chose contre laquelle il venait de perdre son duel illusoire. La Polianka était loin derrière eux. Hunter courait vers Police comme un chien de chasse libéré de sa chaîne qui avait senti une proie. À moins que ce ne fût comme un loup fuyant ses poursuivants. Une lumière apparut au loin dans le tunnel. Ils arrivèrent tant bien que mal à Park Kulturi. Léonide essaya de se réconcilier avec leur escorte et voulut inviter tout le monde dans un superbe restaurant. Mais cette fois, les deux hommes étaient sur leur garde. Le musicien eut beaucoup de mal à simplement se rendre aux toilettes. Un de leurs accompagnateurs se mit à les surveiller. Quant à son acolyte, il disparut après avoir échangé avec lui quelques mots à voix basse. « Il te reste de l'argent » demanda le garde de but en blanc. « Un petit peu » répondit Léonide en plaçant dans sa main 5 cartouches. « Donne-les-moi. Mon collègue a décidé de vous dénoncer. Il pense que tu bosses pour les Rouges. S'il a bien deviné, dans cette station, il y a moyen de rejoindre votre ligne par la correspondance. Mais tu dois le savoir. Sinon, tu peux attendre ici que le contre-espionnage vienne mettre son nez dedans. Auquel cas tu te débrouilles tout seul. »« Vous m'avez démasqué, c'est ça ? D'accord. Qu'il en soit ainsi. Nous reviendrons. Merci pour le service. » Il fit un salut de la main que Sacha ne connaissait pas. « Écoute, on laisse tomber la correspondance. Tu peux nous conduire jusqu'au tunnel, hein ?» Le musicien saisit Sacha par la main et claudiqua en tête avec une agilité étonnante pour son état. « Il est gentil, lui, marmonna-t-il dans sa barbe. Il y a un passage vers votre ligne, comme s'il ne savait pas que tout est obstrué depuis longtemps là-bas. »« Où va-t-on » demanda Sacha qui n'y comprenait plus rien. « Comment ça, où ? Vers la ligne rouge, tu as entendu toi-même. Je suis un agitateur qu'ils ont démasqué, laissa tomber Léonide. Tu es un rouge ? Écoute, fillette, arrête de me noyer sous tes questions pour un moment. Je ne peux pas réfléchir et courir en même temps. Et la course nous est davantage nécessaire. D'un instant à l'autre, notre ami va sonner l'alarme, et il nous tirera dans le dos si on traîne trop. L'argent ne lui suffit pas, il veut une médaille en prime. » Ils plongèrent dans le tunnel, laissant le garde sur le quai. Ils coururent vers la Kievskaya en rasant la paroi. Sacha comprenait qu'il n'aurait pas l'occasion de rejoindre cette station si Léonide avait raison et que le deuxième garde indiquait la direction dans laquelle il venait de s'enfuir. Soudain, Léonide tourna sur la gauche avec assurance, dans un tunnel latéral bien éclairé, comme s'il rentrait chez lui. Quelques minutes plus tard, ils virent au loin des drapeaux, des grilles, des fortifications de sacs de sable, des nids de mitrailleuses. Des aboiements de chiens leur parvinrent aux oreilles. Était-ce un poste frontière ? L'avait-on prévenu de la fuite ? Comment le musicien comptait-il s'échapper ? À qui appartenait le territoire qui s'étendait au-delà des fortifications ? « Je viens de la part d'Albert Mikhailovitch » fit Léonide en collant un papier mystérieux sous le nez de la sentinelle. « J'aurais besoin de passer de l'autre côté. »« C'est le tarif habituel » lâcha l'autre. « Et la demoiselle ? Elle a ses papiers ? » « Et si nous disions le double du tarif ?» demanda Léonide en retournant ses poches pour en extraire les dernières munitions. « À ce prix-là, vous n'avez pas vu la demoiselle ?»« Pas de ça ici, » fit le garde-frontière en s'assombrissant. « Vous vous croyez où ? Au bazar ? C'est un état de droit ici. »« Qu'est-ce qui vous prend ?» demanda le musicien, affectant la crainte. « Je me suis dit que, puisque nous étions dans une économie de marché, on pouvait négocier. Je savais pas qu'il y avait une différence. » 5 minutes plus tard, Sacha, ainsi qu'un Léonide froissé et ébouriffé,
à la pommette bleuie et au nez ensanglanté, furent jetés dans une cellule au mur en faïence. La porte métallique se referma. Les ténèbres les enveloppèrent.